Bonjour à toutes et à tous, bienvenue comme chaque vendredi sur le plateau de Lyon Politique, l'émission de la rédaction de Lyon Mag qui vous permet d'analyser et de décrypter toute l'actualité lyonnaise de la semaine. Autour de la table avec moi pour ce faire, Étienne Tête, ancien élu écologiste. Bonjour Étienne. Bonjour. À vos côtés, Emmanuel Hamelin, ancien élu Agir. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et puis à la vigie, mon confrère Gérard Angel. Bonjour Gérard. Bonjour. Allez, le sommaire avant de débuter, nous analyserons les sujets suivants. Modification du PLUH, est-ce la fin d'une métropole attractive pour les entreprises? Emploi vert, le climat peut-il lutter contre l'assistanat? Prostituées lyonnaises en colère, quelles solutions apporter à leur détresse? Et puis enfin, c'est le retour, ce sera le retour des repas avec viande mais sans entrée à la cantine. Est-ce de l'idéologie ou de la nutrition? Mardi, la métropole de Lyon ouvrait la concertation publique sur la modification du PLUH, plan local d'urbanisme et d'habitation. C'est l'occasion pour la majorité écologiste de le faire davantage coller avec leur projet de mandat. Il y a évidemment des critiques dans l'opposition. Alors avant toute chose, Gérard, est-ce qu'on peut expliquer à tous ceux, et je pense qu'il y en a quand même pas mal, qui ignorent ce qu'est un PLUH et quel intérêt de le modifier? Alors, je vais essayer d'être très clair, d'être compris par tout le monde, par Étienne Tête qui va trouver que je suis beaucoup trop court et caricatural, par la belle-mère peut-être d'Emmanuel Hamelin qui suit avec intérêt ce que l'on dit et qui ne connaît peut-être pas complètement le plan local d'urbanisme et d'habitat. Alors, c'est quoi? C'est un document qui permet de classer les terrains d'une ville ou d'une agglomération en disant là on ne fera que des arbres, là on ne fera que du bureau, là on ne fera que des logements. Voilà très simplement ce que c'est que le PLUH, qui est à la fois décidé après une étude très importante, mais dès qu'il est décidé, on le change. C'est-à-dire que pour rendre service peut-être à des copains, je ne sais pas ce que nous en dira tout à l'heure Étienne Tête, dont les amis écologistes viennent de changer, d'entamer le changement du plan local d'urbanisme lyonnais, plutôt grand lyonnais, pour permettre à leur nouvel ami Jean-Michel Aulas de pouvoir construire la salle qu'il rêve de mettre à côté du grand stade. Je pense que vous ne manquerez pas de réagir quand on évoquera ce sujet. Voilà ce que c'est que le plan local d'urbanisme. Mais c'est vrai qu'Étienne Tête, si on lui avait laissé la parole sur ce sujet, aurait fait toute l'émission pour nous expliquer tout le détail de ce document très important. Il faut préciser que ce n'est pas une lubie des écologistes, ça s'est fait avant, c'est de modifier le PLUH. Alors, le PLUH, j'étais en train de me moquer de vos amis qui sont en train de poursuivre cette modification qui permettra à Jean-Michel Aulas de gagner encore un peu plus de sous. J'ajouterais que cette modification a été lancée par David Kimmelfeld juste avant la fin de son mandat. Alors, les écologistes ont déjà précisé qu'ils allaient forcément s'attacher à la nature, mais aussi à cette histoire de bureaux. Ils veulent moins d'entreprises dans l'hypercentre de la métropole. Pour David Kimmelfeld, que vous avez évoqué, qui est l'ancien président de la collectivité, c'est une vision qui est anti-entreprise, qui va à l'encontre de la création de nouveaux emplois. Alors, Étienne, en cette période qui est difficile au niveau économique, est-ce que c'est vraiment le bon moment de se priver de nouveaux emplois ? Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Les exigences, à mon avis, d'un nouveau PLUH, il faut les poser en trois termes. Une exigence, j'allais dire, d'ouvrir à la construction pour faire baisser les prix de Lyon, parce que les prix de Lyon, l'inflation immobilière est trop forte à Lyon. Oui. La deuxième chose, c'est l'équité, c'est-à-dire un principe d'égalité dans le PLU. Ce n'est pas logique qu'à un endroit, comme vous l'avez très bien dit, ici vous avez le droit de construire, le terrain juste à côté, on n'a pas le droit de construire. Il doit avoir une égalité, et ça serait une nouveauté. Et le troisième pilier, j'allais dire, après ce pilier social d'égalité, pilier environnemental et le souhait de la simplification. Il faut savoir que le PLUH, il y a essentiellement deux documents. Le plan, d'un côté, qui dit « votre terrain, il est classé de cette manière-là », et un règlement qui dit « du moment qu'il est classé de cette manière-là, voilà ce que vous avez le droit de faire ». Le règlement fait plus de 780 pages. Il était de la moitié sous l'ancien PLU de Gérard Collomb avant qu'on fasse celui de 2019. C'est beaucoup trop. On est dans la démesure réglementaire. Donc j'espère qu'il y aura aussi une ambition de simplifier, justement, avec des localisations claires, équitables. Alors, en ce qui concerne l'emploi, oui. La vraie question, c'est de ne pas être dans le déménagement du territoire. C'est-à-dire que les emplois doivent être aussi répartis au niveau régional. Ce n'est pas logique que Saint-Étienne perde des emplois et que des gens qui habitent Saint-Étienne passent leur journée
à venir à Lyon et à repartir de Lyon le soir. Donc la logique d'emploi, ce n'est pas une logique uniquement métropolitaine, c'est une pensée qui doit être plus globale et au niveau régional. Et ça, je sais que la liste Europe Écologie Les Verts au régional va faire un effort de rééquilibrage de l'emploi. Il n'y aura pas du tout de souci en matière d'emploi au niveau de l'agglomération lyonnaise. Attendez, est-ce que je peux simplement vous poser une toute petite question ? Les entreprises, ce sont elles qui créent de l'emploi. Donc les écologistes vont prendre une mitraillette et dire à une entreprise « Non, il ne faut plus venir à Lyon ». Le gars, il dit « Je veux venir à Lyon ». « Pas du tout, vous allez à Saint-Étienne ». S'il ne va pas à Saint-Étienne, il n'y aura pas du tout d'emploi. Mais on ne prend pas les mitraillettes et je ne crois pas que la Kalachnikov soit dans les politiques autorisées, quel que soit le parti politique. J'ai jamais vu. Alors je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, effectivement, les logiques d'urbanisme, effectivement, génèrent l'aménagement ou le déménagement du territoire. Et aujourd'hui, la distance domicile-travail, elle est en croissance. Elle est en croissance depuis 30 ans et elle est toujours en croissance. Donc aujourd'hui, il faut rapprocher les habitations du travail et le travail des habitations. Et c'est des objectifs de défense environnementale. Il faut reconstruire la ville là où elle existe en densifiant les centres-villes, pour éviter la périurbanisation, c'est-à-dire la destruction des terrains agricoles. Voilà des objectifs qui sont clairs. Et ça va permettre, en repensant la ville, de faire aussi, j'espère, diminuer les prix du centre-ville. Étienne Tête, si je comprends bien, vous allez installer bientôt votre cabinet d'avocat à Annonay. Je suis à côté de mon lieu de travail, qui est le tribunal, la cour administrative d'appel. Vous voyez bien que ça pose un réel problème. Mais ça dépend quelles sont les professions. Ça dépend effectivement aujourd'hui d'une nouvelle pensée qui est effectivement de travailler de chez soi avec les moyens informatiques. Je pense qu'on doit tirer des leçons du Covid. On ne doit pas faire le monde de demain comme il était celui d'avant. Et ça, c'est actuellement le risque énorme qu'on observe, notamment avec Macron, c'est qu'on ne va rien changer. On s'aperçoit l'avantage qu'il y a aujourd'hui à diminuer, sur le plan de l'environnement, les déplacements inutiles en avion. Mais il ne faut pas se mettre à soutenir de façon, avec l'argent du contribuable, les compagnies aériennes, comme si de rien n'était. Je crois qu'il n'y a que moi qui compte chaque fois qu'on interroge une entreprise. Eh bien, ce n'est pas quelque chose de bon, c'est de l'égoïsme de certaines personnes. On n'a pas encore entendu Emmanuel sur le sujet. Vous partagez, j'imagine pas, la vision non, forcément, non, forcément, non. Non, sinon vous auriez été écologiste et ça se saurait. Voilà, exactement. Non, parce que pour des raisons très simples. Dans ce PLUH qui est d'une complexité hors norme, on va dire, quasiment, c'est ce qu'a dit Étienne Tête, et là-dessus, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Quand on essaye de justifier le fait d'élargir l'attractivité du territoire au niveau de la région, c'est bien, intellectuellement, c'est intéressant. Sauf qu'on a besoin d'une zone centrale d'attractivité pour que le maillage se fasse autour. Si on veut développer Saint-Étienne, il faut développer la métropole de Lyon. Si on ne développe pas la métropole de Lyon, on ne développera pas Saint-Étienne. C'est ça la logique que vous ne pouvez pas comprendre chez les écologistes. Donc vouloir supprimer des dizaines d'hectares qui étaient prévus en zone d'activité pour qu'ils restent en zone agricole, eh bien, ça va empêcher incontestablement de nombreuses entreprises de venir s'installer sur notre territoire. Elles n'iront pas ni à Saint-Étienne ni à Annonay, elles iront probablement ailleurs, peut-être dans la périphérie parisienne, et ce sera autant d'activités et d'emplois qu'il n'y aura plus sur notre territoire. Donc moi je trouve que ce PLUH, il est aberrant, ubuesque, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où on devrait mettre une priorité avec un affichage, avec des moyens et une volonté sur l'emploi, parce que ça va être la grande cause de l'après-crise. Oui. Et aujourd'hui, on voit un PLU qui dit exactement l'inverse. J'en suis terriblement désolé. Je voudrais juste, pardon Étienne Tête, que je termine, parce que dans ce PLUH, on parle là beaucoup de l'attractivité économique, mais il y a d'autres choses. Je prends par exemple les logements sociaux. Eux aussi, ils sont fléchés dans le cadre du PLUH. L'objectif, 6 000 logements par an. Très bien. Gérard Collomb était à peu près aux alentours de 4 500 logements sociaux par an, ce qui était déjà beaucoup, et ce qui avait permis effectivement une augmentation sensible du logement social sur notre territoire. L'idée, c'est de trouver de la mixité.
Aujourd'hui, qu'est-ce que que font les écologistes, notamment à Lyon? Vous avez entendu parler de cet immeuble de plus de 13 millions d'euros racheté dans le 6e arrondissement, racheté pour faire du logement social, revendu à un bailleur social la moitié du prix, c'est-à-dire que le contribuable en est de 7 millions d'euros dans cette opération, sachant que l'immeuble est occupé, donc on ne va pas pouvoir faire du logement social tout de suite. Il va falloir qu'on organise, qu'on aménage, qu'on demande à des gens de sortir avant d'en faire rentrer d'autres. Tout ça est totalement aberrant. Donc moi, je veux bien qu'on fasse plus de logement social, mais si c'est à ce prix-là, c'est totalement stupide. Et enfin, j'en termine en disant, on veut faire baisser le prix du logement dans Lyon et la périphérie proche de Lyon. On est tous d'accord, les prix sont très élevés et ça empêche beaucoup de gens de rester sur les territoires, notamment de Lyon. Mais comment vous voulez faire? Il n'y a plus aucun permis de construire ne se signe aujourd'hui. Donc forcément, on est dans une situation où le prix du mètre carré ne peut qu'augmenter. Je vois dans le PLUH qu'ils mettent en avant, on a séparé le foncier du bâti du bâti. Tout ça pour effectivement faire baisser le prix du logement. L'idée, elle est bonne. Elle était déjà mise en place dans le précédent PLUH, donc on ne peut pas le présenter aujourd'hui comme un affichage en disant « Regardez cette belle trouvaille ». Ça existait déjà. Ça avait même été présenté sur votre plateau ici par Michel Lefaou. Donc il y a quand même beaucoup d'aberrations, il y a des contre-vérités, il y a un système totalement dogmatique que je ne comprends pas et qui pénalisera certainement le territoire. Allez, je peux faire 3 remarques rapides. La première, c'est le déménagement du territoire. L'A89 qui passe par Tarare a vidé les emplois de Tarare. Les chiffres sont extrêmement clairs. La deuxième, vous dites que l'ancien PLUH, enfin, qui est celui qui est actuel, celui de Kimmelfeld-Colomb, est un mauvais PLUH. C'est donc logique de le changer. Ne critiquons pas le futur. J'ai pas dit que c'était un mauvais PLUH. Vous dites qu'il n'y a plus au seul permis de construire qui se signe. Depuis les dernières élections, je parle, depuis que vous êtes arrivé. Mais non, puisque... Si. Non, alors vous dites n'importe quoi. Non. La signature d'un permis de construire n'est liée qu'au droit du PLU. C'est un droit. Vous êtes constructible, on n'a pas le droit de vous refuser le permis. Si aujourd'hui il ne se signe plus de permis de construire, c'est que le PLUH de Kimmelfeld, Colomb, est d'une telle complexité. Mais pas du tout, c'est que mais la vous mairie vous n'êtes pas sur le terrain de l'urbanisme. La mairie préempte tous les immeubles pour faire du logement social. Résultat, il n'y en a plus de disponibles pour les promoteurs. Je vous rappelle d'ailleurs que le précédent PLUH prévoyait que, c'est ce qui se faisait dans la ville, c'est que pour faire du logement social, on demandait aux promoteurs de réserver 25% aux bailleurs sociaux. Oui. Aujourd'hui, ils parlent de 50%. Mais comment voulez-vous qu'on retrouve un prix normal sur ce territoire? Là, vous êtes en train de critiquer l'inverse. Et la troisième chose de l'inverse, c'est son contraire. Vous reprochez à la métropole d'avoir acheté 12 et de revendre 6, parce qu'effectivement, elle a acheté au prix du privé pour le revendre au prix du logement social. Point. Ça fait très cher le logement social, hein? Mais parce que quand vous obligez un promoteur, et vous le critiquez vous-même dans la phrase suivante, quand vous obligez un promoteur de mettre 25, 30 ou machin, mais 25% c'est la loi de logements sociaux, ça veut dire que le promoteur, lui, paye sur lui-même, et vous êtes le premier à le critiquer. C'est pas la loi, c'est le PLUH, hein? Non, c'est la loi. C'est la loi, les 25%. Sur le c'est dans territoire. toutes les communes. C'est dans toutes les communes. Sur le territoire, pas le pourcentage du promoteur. Non, mais attendez. On va conclure, monsieur. C'est la loi, pas d'accord. C'est la loi, les 25%. C'est pas sur un territoire. Attendez, vous n'allez pas vous mettre d'accord. Mais non, mais moi, je fais des projets sur d'autres communes, puisque je ne travaille pas sur la métropole, pour une raison, effectivement. Donc, moi, j'ai des projets sur d'autres communes, que j'aide par des... Comme avocat. Comme avocat, hein. Et ils ont tous le 25%. Arrêtez. Les communes ont 25%, on est bien d'accord. C'est la loi. D'accord. En dessous, allez, on s'arrête là, parce qu'il a dit qu'il était d'accord avec moi. Non, sauf que c'est pas de ça dont je parlais. Je parlais des promoteurs. Le PLUH a prévu que 25% des logements des promoteurs étaient réservés aux bailleurs sociaux. Ah oui. Je ne parle pas de la ville, je parle du projet du bailleur, du projet d'un immeuble. Le promoteur Emmanuel Hamelin, là, moins cher, c'est le logement social. social. Même votre belle-mère va plus suivre votre raisonnement, donc on parle d'autre chose. Concluons simplement sur le sujet en disant que la concertation prendra fin le 20 mai, que tout le monde peut y participer. Mardi, il y a eu une visioconférence avec 400 personnes.
c'était essentiellement des personnes âgées. C'est pas une surprise, Gérard. On n'arrivera jamais à intéresser les jeunes à ce genre d'exercice démocratique, même en passant par les ordinateurs. Ça, je peux pas répondre à votre question. Elle est trop compliquée pour moi. Vous savez, je fais partie des vieux, donc je préfère laisser s'exprimer les jeunes sur ce sujet. Et je pense que on avance. Voilà. Allez, deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les emplois verts qui ont été réclamés par 9 maires français, socialistes et écologistes. Parmi eux, il y avait Cédric Van Stevendel, un maire socialiste de Villeurbanne, qui aimerait donc mettre au travail des chômeurs sur des activités qui sont utiles à la reconstruction écologique. Alors Étienne, vous souscrivez à cette initiative ? Oui, mais la pratique des emplois, j'allais dire, dans une vision écologique et dans une vision verte, c'est essentiellement des emplois de proximité, c'est des emplois, j'allais dire, de reconstruction du bâtiment, donc c'est des emplois d'artisans. Et donc, effectivement, on est créateur d'emplois. Et chaque fois qu'on est aussi dans une politique d'éviter, j'allais dire, d'acheter des choses qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent de n'importe où, c'est pas pour empêcher, effectivement, le commerce, c'est simplement de constater que l'impact écologique de construire des fabrications en Chine, plus le transport, c'est écologiquement négatif. Donc aujourd'hui, si on remet des critères d'écologie dans l'emploi, on rapproche les emplois de son pays, de sa région, de sa ville. Étienne Tête, simplement, la proposition qui est faite, elle dit il est préférable de payer les gens à faire quelque chose pour l'écologie que de les payer comme chômeurs. Je vous signale que vous avez inventé l'eau chaude. Ça fait des dizaines d'années. Au moins, vous n'allez pas me critiquer. Mais je critique pas. D'abord, c'est pas moi, puisque c'est les autres. Ça fait des dizaines d'années que des partis politiques, plutôt de droite, disent arrêtons l'assistanat quel qu'il soit, et quitte à payer les gens, faisons-leur faire quelque chose d'utile pour la société. Pendant des années, vous avez dit scandaleux, mais non, honteux. Ah mais si, la gauche et les écologistes ne voulaient pas qu'on puisse évoquer le fait que les gens qui bénéficiaient notamment des minima sociaux puissent être appelés à rendre service à la société. Ce qui va dans votre sens, Gérard, c'est qu'on a payé des emplois environnementaux dans ce style à la région Rhône-Alpes, sous l'impulsion d'Europe Écologie Les Verts, déjà sous Madame Comparini, et sous Jean-Jacques Kéran. Ce que je disais, c'est que ce qui va dans votre sens, Gérard, c'est que dans la tribune, il est écrit « Il est aujourd'hui absurde d'indemniser des gens malheureusement à rester chez eux ». Merci de le fait de rajouter aujourd'hui, ça veut potentiellement dire qu'hier, c'était pas grave. C'est ce qui est écrit, hein. Non, mais c'est vrai que vous êtes battu contre pendant des années. Quand on disait ça, vous disiez que c'était pas bien. Et puis aujourd'hui, vous dites c'est bien. Tant mieux. Moi, je suis content quand les gens viennent au bon sens. J'espère que vous viendrez sur nos idées de bon sens. Peut-être, mais ça, j'en serais très heureux que le bon sens soit partagé. Emmanuel, vous avez été député UMP, vous avez donc défendu le fait de ne pas défendre l'assistanat. Aujourd'hui, de voir que la gauche s'en saisit, ça vous réjouit ? Moi, je remarque juste une chose, c'est qu'ils viennent de découvrir que pour résoudre les problèmes de chômage, il fallait créer de l'emploi. C'est magnifique, c'est stupéfiant, j'allais dire. Franchement, moi, je suis, de ce point de vue-là, alors je fais une petite caricature, bien sûr, mais la réalité des choses, c'est quoi ? C'est qu'on est tous d'accord qu'il faut créer de l'emploi plutôt que de laisser les gens au chômage. C'est un principe simple et somme toute intelligent. Le problème, c'est comment on fait ? Parce qu'à partir du moment où vous subventionnez des emplois, pour faire quoi que ce soit, de l'environnement, de l'écologie, c'est très bien, pourquoi pas. Mais vous le faites sur un marché qui existe. Et ce marché-là, vous allez le mettre en difficulté. Et vous allez peut-être créer par ailleurs du chômage. Concurrence déloyale. Concurrence déloyale, parce qu'une entreprise qui a des emplois subventionnés, forcément, a une attractivité économique plus importante qu'une entreprise qui n'a pas de subvention. Donc, il faut trouver un équilibre qui était extrêmement compliqué. Si la chose était simple, je pense que ce serait déjà largement répandu. Mais je pense que sortir comme ça du chapeau des bonnes idées, qui sont des vieilles idées, sur le principe de dire on va subventionner maintenant des emplois verts, mais les emplois verts, ça existe déjà partout, et tant mieux. Et que si le marché se développe, il y en aura encore un peu plus, et c'est tant mieux aussi. Mais ne reparlons pas maintenant de subventionner ces emplois-là. On le sait, c'est extrêmement difficile. Tout est subventionné, hein.
tout est subventionné. Tous les emplois sont subventionnés. Vous avez des subventions par les aides fiscales quand vous avez fait des niches fiscales à Vaux-en-Velin, etc., des exonérations pour recréer des emplois dans certains secteurs. Vous subventionnez la structure où, avec des critères d'emploi, que ça soit l'Olympique Lyonnais qui est subventionné, il est subventionné. Donc tout est subventionné en France. Non, mais la question est de savoir si je subventionne bien ou pas bien. Mais ne critiquez pas par le principe des subventions, ou alors vous supprimez subvention à la culture, subvention au sport, subvention au culte, subvention au culte dans tous les sens du terme, hein, pour faire un jeu de mots. Voilà. Ça sera un autre sujet. Oui. Non mais, Étienne, tout est subventionné en France. La vraie question, c'est bien subventionné ou mal subventionné. Et c'est vous qui savez quand c'est bien ou mal. Quand je subventionne, j'allais dire, les aéroports, les compagnies aériennes, la SNCF qui nous ruine, etc., sur des lignes pas rentables, les autoroutes qui sont subventionnées. Il faut fermer les lignes pas rentables alors ? Les écologistes, ils vous disent qu'il faut ouvrir des lignes, même si elles ne sont pas rentables. Et là, vous me dites qu'il faut les fermer, les lignes de TER. Il ne faut pas créer de nouvelles lignes de transport non rentables, que ça soit l'autoroute du côté de Thonon, que ça soit le Bordeaux-Toulouse en ligne LGV, que ça soit, etc. Il ne faut pas, effectivement, subventionner un certain nombre d'opérations de transport qui déménagent le territoire et qui sont subventionnées. Ça ne vous choque pas de subventionner les autoroutes? Non, mais Étienne, franchement, on n'est pas du même bord. Je le sais, mais vous préférez subventionner les autoroutes que de subventionner des emplois utiles de proximité. C'est votre choix, mais c'est pas le mien. Bon, d'abord, c'est pas mon choix, c'est une très belle caricature. C'est bien d'essayer de faire passer des idées comme ça, qui sont totalement fausses. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Ah bon? J'aimerais vous voir à mon côté contre les autoroutes. Non, mais manifestement, vous ne m'écoutez pas beaucoup, mais vous êtes sur la vindicte et le dogme, ce qui n'est pas du tout ma situation ni mon cas. Très difficile. Je dis simplement que dans cette déclaration qui a été faite dernièrement, l'idée c'était de dire, plutôt que de payer des gens au chômage, on va les payer à travailler et si possible pour les emplois verts. C'est ce que j'appelle, peut-être que le terme n'est pas le bon, mais en tout cas vous l'avez caricaturé, l'emploi subventionné. Je dis simplement, attention, parce qu'on déséquilibre un système. On peut faire de la concurrence déloyale qui pourrait poser des problèmes à des entreprises. Donc, tout ça est une belle idée, mais dans sa réalisation est extrêmement complexe. On va passer au troisième sujet, parce que vous n'avez pas été sage et on manque de temps. Le troisième sujet, c'est donc mardi matin des travailleuses du sexe qui ont manifesté devant l'hôtel de ville place de la Comédie pour dénoncer les 5 ans de la loi de pénalisation de leurs clients. Forcément, depuis, elles ont moins de clients, elles sont obligées d'accepter des pratiques, mais aussi des individus qui sont potentiellement dangereux. Les prostituées ont donc poussé un cri d'alarme. Personne ne les a entendus, puisqu'aucun élu de Lyon n'a réagi. On ferme les yeux sur ce sujet. Pourquoi, selon vous, autour de la table? Simplement, je rappellerai que cette loi, elle a été faite sous l'égide de Najat Vallaud-Belkacem, qui voulait aider les travailleuses de sexe. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce sont elles qui subissent les conséquences néfastes de cette loi qui partait de bons sentiments ridicules, parce que c'était oublier des réalités. La prostitution, c'est pas une bonne chose, mais ça existe. Arrêtons, à gauche, chez les écolos, parfois à droite, d'imaginer un monde parfait et du coup de faire des lois qui sont totalement inapplicables et dont les conséquences parfois sont dramatiques pour ceux-là même qu'elles étaient prétendues protéger. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a aussi un scandale sanitaire potentiel avec des clusters. Étienne, quelle est votre position sur ce sujet? La position des Verts était extrêmement partagée sur le sujet. Moi, je faisais partie de ceux qui étaient contre la loi qui a été votée, qui allait générer effectivement ce qui est dit aujourd'hui. C'était dit au moment de la loi de 2016, de mémoire, c'est 2015-2016, la loi, elle a 5 ans. Le texte est très très mal rédigé, parce que ça va un jour avoir le simple fait de vivre en concubinage avec quelqu'un, si l'un des deux dans le couple paye le loyer, il pourrait être en position de prostitution. Donc, non, mais soyez pas de mauvaise foi. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Le texte, il est comme ça. Il y aura des abus de la loi, on le sait, puisque toutes les lois, on voit comment elles sont utilisées. Et l'objectif de la loi, c'était de dire, qui était un débat sur lequel je ne l'ai pas partagé, c'est de dire, il y a
90% de prostitution contrainte et 10% de prostituées qui décident de faire librement ce métier. Comme on ne peut pas faire le tri entre les contraintes qui sont les plus nombreuses, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a plus de prostituées contraintes que de prostituées qui font librement dans de relativement bonnes conditions, tout est relatif, sans protection sociale, etc. etc. Et bien, comme on ne peut pas faire le tri, on interdit à tout le monde, parce qu'effectivement, pénaliser le client, c'est interdire à tout le monde. On était plutôt dans des régimes, il y a beaucoup de pays qui vivent avec des systèmes plus réglementés, plus ouverts, et etc. plus contrôlés sanitairement. Et plus contrôlés sanitairement. Je pense qu'il faut repenser les choses pour éviter tous les systèmes de proxénétisme, de prostitution contrainte, qu'elle soit parce que la situation économique est tellement difficile pour une fille qu'elle n'a pas le choix de faire autre chose, soit parce qu'effectivement il y a un réseau de prostitution, bien faire le tri et laisser un espace de liberté à quelques personnes, qui sont peut-être que 10%. Mais voilà, donc je pense que la loi est à refaire. Emmanuel, vous pensez aussi qu'il faut amender ou abroger cette loi ? Moi, je vais peut-être en choquer certains, mais ça fait très longtemps que je défends une idée simple. C'est que dans ce problème de prostitution, on peut faire toutes les normes, les lois qu'on veut, on ne réglera jamais le problème. Le problème, il est de 3 ordres. 1, un problème de sécurité, indéniablement. 2, un problème d'hygiène, parce que l'on sait que c'est un métier qui se fait dans des conditions qui sont parfois, au niveau de l'hygiène, compliquées. Et 3, un problème d'organisation mafieuse, tout simplement. Donc, si on veut éviter ces 3 éléments-là, il faut effectivement réglementer et encadrer cette profession. Le seul moyen de le faire, c'est l'ouverture des maisons closes. Dans les maisons closes, si elles sont contrôlées, vous n'avez plus de problème d'hygiène, vous n'avez plus de problème de sécurité et vous n'avez plus de problème d'organisation mafieuse. Vous pouvez même aller un peu plus loin en disant... L'organisation mafieuse... si c'est encadré, je suis désolé. Oui. Alors, il y a effectivement certains pays où l'organisation n'est pas très bien faite et l'encadrement, surtout, n'est pas très bien fait. Mais dès lors que les choses sont cadrées, ça empêche tous les problèmes. Et à ce moment-là, si vous faites ça, à ce moment-là, vous pouvez interdire tout simplement la prostitution sur l'espace public. C'est le seul moyen, à mon avis. Donc, effectivement, ça peut choquer certains esprits, mais entre cette solution-là et les filles qui sont dans la rue, avec les difficultés qu'il y a derrière, notamment pour leur sécurité à elles, pour les réseaux mafieux qui s'organisent autour de ça, pour les problèmes de sécurité, etc. Moi, je dis, il faut, si on veut changer ces choses-là, il faut les encadrer. Et si on veut les encadrer, il faut faire des maisons closes. Allez, puis on va conclure rapidement. Avant ça, je vous fais un petit instant autopromo avec le dossier, si vous voulez poursuivre. Dossier de Lyon Mag sur la prostitution qui est encore en kiosque. Transition avec l'Amérique qui a décidé pour la rentrée scolaire du 26 avril de rajouter des plats avec de la viande dans les cantines scolaires. C'est donc le retour des repas carnés. Ça sera par contre une fois par semaine, un repas sur 5. Et lorsqu'il y aura ces repas, eh bien, il n'y aura pas d'entrée. Étienne, on est sur... Grégory Doucet s'est toujours défendu de faire de l'idéologie sur ce sujet. Mais est-ce que là, on n'est pas sur de l'idéologie pure et simple ? Non, c'est pas de l'idéologie. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui de repenser l'alimentation de nos concitoyens et de préparer à l'école. Et en tout cas, il y a un équilibre biologique qui est garanti. Je dirais simplement 2 exemples. Rapide, très rapide. Très rapide. Le débat entre nourrir l'homme ou l'animal, c'était le titre en 1982, donc il y a une quarantaine d'années, de la Banque mondiale, d'un article de la Banque mondiale, donc le plus officiel, en disant on a un vrai problème. Et aujourd'hui, 40 ans après, l'ADEME sort un document qui est très intéressant, qui fait des comparaisons avec j'allais dire, un terrain de foot, donc un très bon sujet, qui dit un végétarien fait 20% de terrain de foot pour se nourrir, et vous augmentez, suivant que vous êtes plus ou moins carné, jusqu'au terrain de foot. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut effectivement repenser. La quantité de viande a baissé de 10% en 10 ans, c'est facile à retenir. On vit très bien, on a des améliorations de notre santé personnelle. Donc ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la santé publique, c'est de l'écologie, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que tout le monde va vivre sur un terrain de foot pour se nourrir. Et puis, ce qui se passe dans les cantines, car c'est la loi de 2018 faite par Macron qui oblige à faire de l'expérimentation en matière de nourriture végétarienne.
Et après, là, il y a une simplification compte tenu des règles d'hygiène qui n'est pas d'entrée quand le jour où il y a de la viande, parce que c'est un plat unique tout à fait composé, c'est tout à fait logique. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Emmanuel, vous allez conclure rapidement sur le sujet. Très Je vite. vous ai vu hausser les yeux. Oui, parce que j'avais cru comprendre, d'après les propos de Grégory Doucet, qu'il avait supprimé la viande parce que on avait un problème de temps et d'organisation dans les cantines et que faire de la viande, ça augmentait de 10 minutes le temps de service. Bon, maintenant, je me comprends mieux, Si effectivement. vous avez enlevé l'entrée, vous gagnez vos 10 minutes. Eh ben, à ce moment-là, il fallait l'enlever tout de suite et garder la viande. Je vois pas pourquoi on l'a enlevé, on la remet sans la viande. Enfin, tout ça me paraît bien complexe. Mais d'après Étienne Tête, c'est pas du tout ça qui était la cause de la suppression de la viande. C'était qu'on veut éduquer par la contrainte les enfants. Bon, je dis que éduquer par la contrainte sur la façon de se nourrir, laissez-moi finir. De la viande. Non, mais Laissez il finir faut Emmanuel. juste laisser le choix aux gens. Voilà, les gens, ils sont intelligents, les familles, ils savent ce qui est bon ou pas bon pour leurs enfants. Il suffit de faire de la communication, et il y en a beaucoup sur le sujet. Ensuite, ils choisissent. On n'a pas besoin de les contraindre, comme le fait aujourd'hui la mairie de Lyon, plus ou moins bien, en expliquant que c'est pour telle raison, alors que c'est pour telle autre. Enfin, tout ça n'est pas très clair, et quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un loup. Et Gérard? Bah, moi, simplement, je vais vous dire, j'ai pas du tout envie de vivre dans un monde où on va m'empêcher de manger de la viande quand j'en ai envie. Allez, sur ces belles paroles, on boucle l'émission. Je vous remercie d'avoir été attentif pour ce nouveau numéro. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain.